Bonjour, nous sommes le 7 mai 2024, quelque part à côté de Saintes. Et nous avons entre les mains un livre d'histoire, Covid-19 par les Bécauses, tome 1, histoire de vie brisée qu'il a bien fallu reconstruire. Et nous sommes maintenant, aujourd'hui, dans le début d'une deuxième série d'histoires, avec parfois les mêmes Bécauses qui ont construit ce chef-d'œuvre collectif du tome 1. Mais que sont-ils devenus? Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Gaëlle. Bonjour. Bonjour Gaëlle. Tu vas te présenter, mais si je te posais comme question, comment vas-tu? Est-ce que tu pourrais y répondre pour expliquer peut-être ta situation actuelle et voir ce que te fait penser cette question? Et voilà, nous avons le plaisir de se rencontrer il y a 2-3 jours. Et je pense que tes témoignages méritent largement d'être entendus. Merci. C'est hyper important cette question, elle est très intéressante. Cette question du comment vas-tu posée à tous ces gens qui ont traversé ce qu'on a traversé depuis 2 ans, 3 ans. Alors je vais répondre très simplement, je vais bien. Je suis heureuse. Je redémarre une nouvelle vie qui a été en chemin, enfin voilà, le cheminement d'une nouvelle vie depuis 3 ans. Ça n'a pas été simple, c'est évident, mais ce que j'ai gagné, ce que j'ai découvert sur moi, sur la vie, sur la manière dont je rêvais de vivre en fait depuis tout le temps, et j'y parvenais pas parce que plein de choses. Et bien là, je touche ça. Et donc il y a beaucoup de flou encore dans ma vie sur mon activité professionnelle qui est en train de se construire petit à petit, mais je suis le cheminement et avec une quiétude et une confiance vraiment hyper apaisante. Et c'est, je crois, le cadeau de ce cheminement de 3 ans à travers les vallées de l'adversité. Il y a quand même eu ce cadeau de la vie d'apprendre à apprécier chaque moment, faire confiance. Et voilà, je peux témoigner que ça arrive. Et par ta rencontre, aujourd'hui on est à Saintes, on est accueillis par des personnes absolument formidables. Ce qui se prépare, c'est beau, et le lien est là. Le lien est là. Et ça, c'est magique. Vraiment, je vais bien. Merci Philippe de cette question. Peux-tu nous rappeler ce que tu faisais avant d'être bien? Peut-être étais-tu bien avant, mais peut-être moins que ce jour. Donc, que faisais-tu en fait dans la vie, si ça ne te dérange pas, professionnel, ou tu veux nous en dire un peu plus? Alors moi, j'ai exercé en tant qu'infirmière à l'hôpital, puis après en libéral. C'est un métier que j'ai désiré faire pour des raisons très conscientes à l'époque, parce que j'avais l'impression que c'était vraiment un passeport pour le monde, où je pouvais l'exercer partout, de manière différente, parce qu'il est assez diversifié ce métier. Puis c'était un moyen d'être en lien avec l'autre. Ça, c'était les raisons conscientes. Il y avait des raisons inconscientes aussi que j'ai découvert au fil de mon cheminement. Donc moi, j'ai adoré ce métier, j'ai été épanouie dans ce métier. Mais c'est vrai que j'ai quand même toujours eu conscience, en tout cas au fil du temps, une nouvelle prise de conscience se dévoiler sur notre système de soins. Et c'est vrai que c'était assez heurtant, j'ai une hypersensibilité, donc j'ai eu du mal à gérer ça pendant des années. Et puis j'ai aussi tenté de faire ce que je pouvais, notamment en libéral avec de l'éducation thérapeutique. Donc j'étais très active, très déterminée dans mon boulot, et ça allait plutôt bien, jusqu'à ce qu'il y ait un réel épuisement professionnel, une fatigue de compassion aussi, parce qu'on est souvent en miroir complet de la douleur des autres, de la souffrance des gens. Et ça fait souvent écho à nos propres émotions qu'on refoule. Et et donc j'ai commencé à me dire, bon, il faut que je fasse autre chose parce que je ne pourrais pas tenir là-dedans. Le système de santé me rattrapait, je n'arrivais plus à respecter mes valeurs.
Et là, après, il y a eu Donc, je me suis formée, j'ai fait d'autres diplômes, j'ai fait d'autres formations pour pouvoir avoir un plan B, un plan C. Et il y a eu la crise Covid. Et la crise Covid, elle a été pour moi un catalyseur de prise de décision. C'est-à-dire que là, j'arrivais au summum de l'absurdité de ce que je pouvais voir, vivre. Je me suis dit, mais je peux plus nourrir ça. Il faut que je m'extrais. Mais j'ai quand même aussi des peurs à ce moment-là. Et j'essaie de minimiser les risques et de m'accrocher quand même à toutes les branches. Donc, je sais que j'ai un choix à faire, mais c'est vrai que j'essaie qu'il y ait le moins d'impact, de conséquences matérielles, identitaires sur moi. Mais finalement, la vie a voulu autrement. Et puis, j'ai été de toute façon soumise à la vaccination obligatoire. Et vu que je refusais de m'y soumettre, j'ai été suspendue comme la plupart des soignants. Alors, j'ai cru entendre dans tes paroles tes liens avec l'autre, ce qui peut-être été un peu ton fil rouge, ton fil conducteur de ton métier d'infirmière. Et puis, tu as eu le courage quand même de quitter ce métier. Est-ce que tu penses que tu as quitté ce métier de soignant de façon définitive ou peut-être un jour rentrer dans le rang, parce qu'il faut quand même continuer à soigner aux patients, ou peut-être continuer dans un rang, mais peut-être un autre rang, une autre façon de soigner. Quelle est ta vision, quelles sont tes visions à court terme et peut-être à plus moyen terme? Oui, c'est sûr que l'âme d'un soignant ou d'une soignante restera toujours soignante ou soignant. Donc, je pense que j'ai ça en moi. Prendre en soin l'autre, ça c'est quelque chose qui pulse encore très fort en moi. Je pense que je ne retournerai pas dans le rang, dans le système préétabli, dans ce qu'on nous propose, dans la culture de notre santé. C'est pas possible. Je peux pas, c'est trop souffrant. Et ça, j'en ai à ce moment-là où je parle, parce qu'évidemment, je peux changer d'avis, je peux évoluer. Mais au moment où je parle, c'est presque sûr parce que j'ai quelques mois en arrière essayé de retourner dans les soins infirmiers, libéraux notamment, parce que je me disais il faut que je me rapproche de cette communauté de soignants. Qu'est-ce qui a changé depuis 2 ans et demi que j'y suis plus? J'ai pas envie de dire que rien n'a changé parce que je pense que tout le temps le monde est en évolution, mais là je me suis reconfrontée quand même aux choses qui me heurtaient beaucoup. Et tu parlais de lien, moi j'ai cherché le lien à l'autre, mais dans une relation, dans une dynamique équilibrée. Et en fait, l'histoire de ma vie fait que j'ai vécu des situations relationnelles plus ou moins déséquilibrées. Et je l'avais vraiment senti aussi entre personnel de santé, de patients soignés. C'est des dynamiques relationnelles qui sont pas équilibrées. Et ce silence dans lequel j'ai plongé pendant 2 ans, c'était déjà pour me revenir en lien avec moi. Rétablir une relation qui soit saine avec moi-même. Et alors ça a changé beaucoup de choses. Et donc, soigner, oui, toujours, j'accompagne les gens qui sont un peu perdus, qui ont envie d'aller vers eux, des soignants aussi qui ont envie de switcher pour ne plus être en colère, pour honorer la vie, la beauté de la vie. Soigner les patients, il y a plein de choses dans ma tête qui se sont posées. Il faudrait réinventer quelque chose de beaucoup plus noble, où le soin est au centre. Et la préoccupation, l'être humain est la préoccupation. Je crois savoir que le silence que tu as vécu depuis 2 ans et demi, tu l'as écrit. Tu as écrit ce silence sous forme de mots, de phrases. Tu peux nous en dire plus? J'aime beaucoup Marguerite Duras qui nous dit « Écrire, c'est hurler en silence ». Et j'ai écrit, alors voilà, cette traversée que j'aime appeler aussi cette traversée du désert que j'ai fait seule finalement pendant 2 ans et demi. Enfin seule, on n'est jamais réellement seule, mais j'étais plus dans ce tourbillon relationnel comme avant. Et effectivement, alors j'ai toujours écrit, j'ai toujours noirci des notebooks depuis toujours, mais là ça prenait une forme différente, c'est que j'écrivais pour quelque chose. Je ne savais pas encore quoi. J'ai découvert que c'était un outil qui était en ma possession de guérison. Et ça a été extrêmement cathartique parce que j'ai pu poser les choses, j'ai pu
ne pas me censurer, me livrer vraiment sans pudeur, avec toute la vulnérabilité que j'avais, toutes les questions que même si c'était pas pertinent en fait, tout ce qui me venait en tête, et puis surtout donner la place. En fait, moi, je prenais beaucoup moins de place, mais je donnais la place à tout ce qui était en moi. Donc, les émotions, la colère, j'étais tellement en colère. Et je me dis, mais je ne peux pas avancer. Je ne vais pas pouvoir avancer, pas aller là où je rêve d'aller, en fait. Si je prends cette copine avec moi, elle prend trop de place, et lui donner de la place, la transformer. Il n'était pas question de lui dire, attends, je ne veux plus être en colère, mais modifier, comprendre d'où ça vient, aller chercher la racine. Et donc j'ai écrit ça, et dans ce but-là, mais vraiment de me libérer. Et au fil du moment que j'écrivais, au fil du temps que j'écrivais, il y avait des switches qui se faisaient, des guérisons, des prises de conscience. Ah, j'avais pas compris ça comme ça, ok. Et le fait de l'écrire était... je le marquais dans le marbre quelque part, c'était sur mon cahier. Et au fil du temps, je me suis dit, bon, pourquoi pas partager ce bouquin. Je la sens en héritage de cette période-là, mais j'avais pas de prétention de me dire, voilà, je vais vendre ça. Je me dis, bon, si ça peut toucher quelqu'un, parce que c'est un récit quand même assez intime, je me suis dit, si ça peut parler à quelqu'un, si ça peut lui donner l'espoir que finalement on est rattaché, on a peur d'aller vers soi, d'aller vers un idéal de vie parce que la condition économique, sociale nous l'empêche, eh bien ça vaut le coup. C'est vraiment une ode à la vie que je propose. Et on peut le trouver où, ce cri de la colère, comme dirait Marguerite Duras? Ouais. Comment il s'appelle, ce livre? Alors, alors je me suis basée pour le construire pour construire les chapitres sur le voyage du héros aux 1000 visages de Joseph Campbell, qui est un mythologue et qui en fait retrace l'épopée du héros. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes tous le héros de notre propre vie, de notre propre voyage, si on décide de l'entreprendre. Et en fait, il avait compris que chaque héros, finalement, a une trame, suit une trame narrative qui est à peu près la même pour tout le monde. Et c'est d'ailleurs ce qui a inspiré les cinéastes, les Star Wars, le Seigneur des Anneaux. Tous ces films-là, en fait, se basent sur cette narration. Donc, en gros, vous avez l'appel, quelque chose en vous, vous dites « Ah, j'aimerais bien faire ça, je suis appelée par ça, je rêve de faire ça ». Et refus de l'appel parce que « Ah non, ça va me coûter trop, il faut que je change de boulot, il faut que je divorce, il faut que je change de maison, je vais tout perdre ». Et puis après, il y a quelque chose qui arrive, c'est des encouragements. Donc, c'est des situations, ça peut être une phrase de quelqu'un. Et puis finalement, vous décidez de passer le seuil. C'est le passage du seuil où là, vous partez dans votre voyage. Et évidemment, vous vous en doutez qu'il y a les épreuves. Donc, le héros, il va passer tout un tas d'épreuves, mais c'est des épreuves qui vont le construire, qui vont aller chercher sa résilience, sa résistance, mais également ses capacités insoupçonnées qui sont en lui. Et puis ensuite, il y a l'épreuve c'est l'étape du retour avec la transformation, la révélation de ce qu'il venait chercher et le retour au monde. Donc voilà, je me suis basée sur ça déjà. Et là, il est en relecture, il est en deuxième relecture, donc il sera prêt pour début d'été. Là, il est en train de naître. Donc j'ai préparé un faire-part. J'adore faire ça, dire ça. C'est un faire-part de naissance. Voilà, où il y a un lien Gmail pour pouvoir me contacter si vous voulez. Mais je pense on en parlera sur les réseaux, mais c'est encore hyper intime. Je veux dire, il ne sera pas édité dans une maison d'édition. En descriptif de cette vidéo, vous aurez évidemment tous les liens, les contacts, si Gaëlle le souhaite. Et le titre du livre, nous ne le savons toujours pas. Ah oui, pardon. Alors voilà, vu que j'ai fait une petite digression, mais effectivement, vu que c'est un voyage que j'ai fait, c'est le voyage qui est le mien, eh bien, je m'appelle Gaëlle, il s'appelle Voyage en Gaëlie, parce que c'est en fait, c'était mon voyage à moi, voilà, c'est le voyage de Gaëlle finalement. Et il y a un sous-titre qui est Une infirmière suspendue revenue à la vie.
une infirmière suspendue revenue à la vie. Merci Gaëlle, parce que Merci à toi. histoire de vie brisée qu'il a bien fallu reconstruire, une infirmière, tu disais, Suspendue, qui est revenue à la vie. Désuspendue. Désuspendu, ça a été un des mots importants de la 3e rencontre chez Cloche PACA en 2022, les désuspendus. Gaëlle, ton témoignage évidemment très fort. Merci beaucoup. Je crois que nous attendons avec impatience la sortie de ton ouvrage. Merci. Tenez-vous au courant. C'est peut-être plus facile si on connaît ton nom. Tu veux le citer ? Bien sûr. Alors, je m'appelle Gaëlle Dichamp. Voilà. Donc infirmière. Je suis à Annecy, je démarre ma nouvelle activité en accompagnement. Et auteur. Et auteur et en écriture aussi, parce que j'ai très envie d'accompagner les gens à écrire. Merci Gaëlle, et vraiment, vous voyez, ces Bécauses, c'est le début d'une deuxième série, parce que, comme disait Adeline à Annecy, nous étions tous des héros, ils étaient tous des héros. Puis du jour au lendemain, ces héros, on les a un peu jetés comme un Kleenex, et qu'on aimerait parfois se resservir. Non, c'est fini. Ces Kleenex sont définis en partie, ces héros iront faire exercer leur champ de compétences peut-être dans un autre monde, dans un autre univers du soin. Voilà, tout en toute humilité, ces petits Bécauses, et puis à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.